Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Pillage, explosion, bousculade, la situation reste explosive en Afrique du Sud. Le dernier bilan fait état de 72 morts, des tensions qui reflètent la colère de la population face à la crise économique et sanitaire. Polémique autour de la proposition de loi sur la congolité en République démocratique du Congo. Le texte a été déposé à l'Assemblée nationale. À l'origine de cette proposition de loi, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tchiani, qui a obtenu le parrainage du député Nsingi Pouloulou. Et puis la 8e édition du festival Afrique Urban Arts en Côte d'Ivoire. Organisé à Abidjan, l'événement a mis les femmes à l'honneur. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la libération de Léon Dougnon au Mali. Enlevé il y a plus de 3 semaines, l'abbé a été libéré ce 13 juillet. Une libération confirmée par le père Edmond Dembélé, secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Âgé de 51 ans, le curé de paroisse de la ville de Ségué, situé dans la région de Mopti au centre, avait été enlevé le 21 juin dernier avec 4 fidèles. Il devait se rendre dans la région de Ségou pour des obsèques. Si son enlèvement n'a jamais été revendiqué, les suspicions tournent autour des djihadistes de la Katiba Massina. Dans l'actualité également, une situation qui s'envenime en Afrique du Sud, en proie à des pillages et des violences. Des tensions qui ont éclaté peu après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Les premiers incidents répertoriés dans la province du KwaZulu-Natal se sont ensuite étendus, notamment au sein de l'agglomération de Johannesburg. Le bilan de ces violences est lourd, 72 personnes sont décédées. Face à ces tensions, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé aux Sud-Africains ce lundi en lançant un appel au calme. La situation est telle que l'armée a été déployée pour prêter main forte à la police. Écoutons à ce sujet le ministre de la Police, Beki Sele. La situation actuelle sur le terrain est sous haute surveillance et nous veillerons à ce qu'elle ne se détériore pas davantage. Nous ne pouvons pas permettre à quiconque de tourner en dérision de notre État démocratique et nous avons demandé aux forces de l'ordre de redoubler l'effort pour mettre fin à la violence et augmenter le déploiement sur le terrain. C'est un texte de loi loin de faire l'unanimité en République démocratique du Congo. La proposition de loi sur la congolité a été déposée à l'Assemblée nationale, initiée par Noël Tchiani, ancien candidat à la présidentielle de 2018. Le texte impose une condition aux candidats à la magistrature suprême. Ils doivent être nés de père et mère congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Être congolais de père et de mère, c'est la proposition des lois pour briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Initiée par Noël Tchiani, ancien candidat à la dernière présidentielle, cette proposition a été déposée ce jeudi 8 juillet au secrétariat de l'Assemblée nationale par le député national Nsingi Pouloulou. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. La proposition de loi déposée ce jeudi va, comme on peut le constater, diviser la classe politique, commençant par l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir. Certains observateurs estiment que la démarche de Noël Tchiani va consacrer l'exclusion de la course à la présidence en 2023. Une proposition de loi qui prône la discrimination, qui prône l'exclusion d'une catégorie de peuple congolais. Et je crois que moi, en tant que membre de l'ensemble pour le changement, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie pour que cette proposition de loi ne puisse pas passer. Considéré par une certaine opinion comme visé par cette initiative, l'ancien gouverneur du Katanga, qui a été écarté de la course en 2018, est d'avis que cette proposition vise plutôt l'unité du pays. Plusieurs députés d'ensemble, son parti politique, s'opposent à cette démarche. Son aboutissement serait, selon certains, la première épreuve qui mettrait à mal la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation.
Il a déjà passé 100 jours à la tête de l'État. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'est exprimé à cette occasion face à la presse locale. Situation sécuritaire, crise sanitaire, insertion professionnelle des jeunes, tels étaient les différents sujets abordés. Quel bilan donner à ce début de mandat? Élément de réponse avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar qui est allé interroger les citoyens. Investi le 2 avril 2021 comme président de la République du Niger, le président Mohamed Bazoum vient de passer ses 100 premiers jours à la tête de l'État. 100 jours marqués par des symboles et des actions inaugurant une gouvernance de proximité avec des dialogues inclusifs, des inspections tout azimut et des visites de terrain, bravant l'insécurité pour être aux côtés des déplacés de la région de Difa, des gestes très positivement appréciés par les Nigériens. En 100 jours, le président Bazoum a fait beaucoup pour ce pays. D'abord, moi je retiens tout d'abord la réduction du train de vie de l'État, la baisse de la tension sociale. Vous constatez, depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de déclarations même de l'opposition, il n'y a plus rien. Les gens sont en train de se concentrer sur le travail. En tant que citoyen, l'appréciation que nous portons sur les 100 premiers jours du président de la République, c'est d'abord cette volonté de rationaliser les dépenses de l'État. Donc ceci a vraiment eu un impact pour nous les citoyens. On a beaucoup apprécié ça, ce que dans le temps, ça ne se faisait pas. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est ce dialogue inclusif que le président de la République a lancé à l'endroit des acteurs sociaux, donc surtout au plan de l'éducation. Au plan symbolique, le président Mohamed Bazoum a fait alléger le dispositif de jalonnement sans entraver la circulation dans ses déplacements. Il procède au gel des postes des directeurs de cabinet des ministres après avoir mis en place un gouvernement de 33 membres, une taille trouvant un écho favorable auprès de l'opinion publique si regardante sur le train de vie de l'État. Disons, les attentes sont nombreuses, il le sait, mais nous espérons que son programme sera réalisé et si le programme est réalisé, nous pensons que le Niger sera sur les rails plutôt du développement. Surtout sur la question de la rationalisation de l'État, il ne faudrait pas que ça soit une question juste à moyen terme. Là, ce que nous attendons de lui, Monsieur le Président de la République, c'est surtout de travailler, de faire un grand effort sur la corruption et sur la dilapidation de deniers publics. Et surtout ça là, s'il fait ça, c'est un mandat comblé qu'on aura à avoir, Inch'Allah. Pour rappel, c'est suite aux élections générales 2020-2021 que Mohamed Bazoum est élu à la magistrature suprême du Niger, devenant ainsi le second président de la 7e République après l'ancien président Issoufou Mamadou, arrivé au terme de ses 2 mandats constitutionnels. Dans le reste de l'actualité, une situation sanitaire jugée catastrophique. C'est le terme employé par le ministère de la Santé en Tunisie. Face à une hausse importante des cas de contamination à la Covid-19, le ministère avait également reconnu l'effondrement du système de santé. À l'heure où plus de 92% des lits de réanimation sont occupés dans le secteur public, les autorités tunisiennes lancent un appel à l'aide sous forme de dons. Le pays compte notamment sur sa diaspora. Sur les réseaux sociaux, l'ambassade de Tunisie en France a d'ailleurs encouragé les Tunisiens résidant dans le pays à soutenir les structures de santé tunisiennes. Des chiffres décevants pour le Mali. En 2020, les entrées d'investissements directs étrangers dans le pays ont considérablement diminué, atteignant 170 milliards de francs CFA. C'est ce qu'indique un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Des statistiques qui reflètent l'instabilité politique et sécuritaire. Philomène-Tine. 170 milliards de francs CFA est le montant que le Mali a reçu en termes d'entrée d'investissement direct étranger IDE en 2020.
Ce volume a chuté de plus de sa moitié d'après le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Quant à l'échelle continentale, les IDE vers l'Afrique sont tombés à 39,7 milliards de dollars, soit un repli de 16%. Ce recul de plus de 50% est lié à la crise sécuritaire, sanitaire et institutionnelle politique que le Mali connaît. Effectivement, nous avons assisté à une baisse des flux d'investissements directs étrangers en 2020. Plus de la moitié du portefeuille des investissements a été perdu en raison de l'insécurité politique au Mali. Et dans la structure du portefeuille, nous constatons évidemment que plus de 70% de ce portefeuille d'investissement direct est détenu par la diaspora malienne de retour au pays depuis 2006. Au Mali, la plupart des IDE sont orientés vers le secteur minier, notamment l'exploitation de l'or, l'extraction de pétrole, l'industrie textile, l'intermédiation financière, les télécommunications et les infrastructures. Toutefois, les flux d'IDE vers le Mali sont faibles et instables en raison de la situation politique et de la sécurité fragile dans le pays. 2021 risque d'être encore une année morose en raison des réformes politiques institutionnelles en cours au Mali et les perspectives économiques vont se repréciser en termes de reprise de la croissance économique dans le second semestre de l'année 2022 après les élections présidentielles de mars 2022. C'est donc important aujourd'hui que les autorités de la transition politique en cours puissent accorder une priorité à l'agenda économique au même titre que les réformes politiques institutionnelles pour pouvoir permettre à ce pays de sortir alors d'une récession économique conjoncturelle. Ces dernières années, le gouvernement du Mali a mis en place des politiques de promotion des IDE visant à encourager la compétitivité et la participation du secteur privé dans presque tous les secteurs. Les principaux investisseurs au Mali sont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. La danse était à l'honneur dans les rues d'Abidjan. Du 9 au 11 juillet était organisée la 8e édition du festival Afrique Urban Arts, un événement placé cette année sous le thème « Ne suis-je pas une femme ?» Un reportage de notre correspondant Ange Bijou-Nomenio. Pas de danse rythmée au son du tam-tam. Ce samedi 10 juillet 2021, le festival Afrique Urban Arts a fait danser des foules à Abidjan. Ils étaient près d'une cinquantaine à prendre part à ce festival qui réunit tous les amoureux de la danse. Et pour cette 8e édition, les objectifs étaient bien au-delà des attentes. Je suis ravie d'avoir entamé le festival avec beaucoup de joie et quand même beaucoup de succès au niveau des compagnies. Vraiment, c'est un travail excellent. Tout ce qui avait été présenté sont des spectacles magnifiques et d'une rigueur, d'un professionnalisme. Et ça, c'est toujours des choses qui ravirent un organisateur, parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Donc tout ça, vraiment, on était contents. Plusieurs compagnies de danse ont fait le déplacement pour animer ce festival. Si beaucoup de personnes ont pu prendre part à cet événement, c'est grâce aux efforts de la directrice générale du festival, Jenny Mézil. Pour cette dernière, la tâche n'a pas du tout été facile côté organisation. Le problème, c'est que la danse n'a pas les moyens pour communiquer réellement. On a de la chance de vous avoir invité un peu plus d'Afrique. Parce que c'est cette union-là. Les billets de l'Afrique, par exemple, j'ai des compagnies au Kenya, j'ai des compagnies en Afrique du Sud, ils sont déjà venus. Mais il y a d'autres pays lointains qu'on a envie d'inviter. La 8e édition du festival Afrique Urban Art a eu lieu du 9 au 11 juillet 2021 à Abidjan. Le thème retenu pour cette année fait référence à la femme et aux nombreux atouts qu'elle possède. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.